M. Bassène. Alors, je vais demander aux étudiants de faire ce que je dis et de ne pas faire ce que je fais. Car je vous demande toujours de ne pas improviser. C'est ce que je vais faire puisque je n'ai pas préparé de discours. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps. Mais je tenais d'abord à remercier quelques personnalités qui sont avec nous ce matin. Je vais commencer d'abord par profiter de cette occasion-là pour souhaiter la bienvenue parmi nous à nouveau à M. l'abbé Albert Sen. M. l'abbé, bienvenue. Je pense qu'on n'a pas eu l'occasion depuis qu'il est là de s'asseoir pour discuter et tout. Mais ça me fait énormément plaisir d'être devant lui aujourd'hui, puisque M. l'abbé, c'est quelqu'un qui m'a vu grandir. Donc, qui m'a eu en classe de CM2 en catéchisme et qui était là avec ses encouragements à chaque fois, après un devoir, après un cours de catéchisme, et qui m'encourageait beaucoup. Et j'aimais quand je rentrais à la maison raconter à ma mère que moi aussi, j'ai un ami prêtre à qui je pouvais écrire de temps en temps pendant les fêtes pour lui souhaiter bonne fête. Donc, abbé, merci beaucoup pour cela. Merci pour ce que vous avez été pour moi durant tous ces temps. Merci. Et un grand merci aussi également à M. Tine Célestin, qui, depuis qu'il est là à l'Isaïe, s'évertue et travaille à redorer le blason de l'Institut. Merci pour le travail que vous avez fait, M. Tine, qui est un fédérateur, un rassembleur, qui essaie de mettre tout le monde à l'aise à l'Isaïe. Merci pour cela, M. Tine. Et merci aussi à Mme Manga pour tout ce que vous faites pour que l'UCAO soit dans les annales du Sénégal en termes de formation. Merci, on a vu le travail que vous avez fait tous les jours pour faire connaître l'Isaïe, pour faire connaître la qualité de l'enseignement qu'il y a à l'Isaïe. Merci pour votre travail. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à M. Bernard Casimir VI. Aujourd'hui, je suis un peu stressée d'être à côté de lui et de faire une présentation parce que j'ai bien peur d'être notée et de ne pas être à la hauteur. Parce que je me disais, quand il y a quelqu'un comme lui à côté, est-ce que je devrais prendre la parole? Parce que je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire, alors que lui, il est là. Mais bon, on va s'essayer. En tout cas, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup à M. Sis, qui n'a pas hésité quand je lui ai proposé de venir faire cette présentation avec nous. Je sais qu'il est très, très chargé, mais il a bien voulu aménager son agenda pour être avec nous ce matin et nous faire cette présentation. Merci beaucoup pour votre disponibilité, M. Sis. Et merci beaucoup aux professeurs qui sont là, aux étudiants, mais je tenais particulièrement à remercier ce confrère qui a laissé les activités. On sait qu'en tant que journaliste, il y a beaucoup d'activités. M. Frédéric Diallo, qui a tout laissé pour venir être avec nous, et à une amie qui m'est chère, qui a tenu à être là aussi, Fatima. Merci beaucoup. Et merci à vous, chers étudiants, d'être là aujourd'hui. Alors, je disais qu'il me sera difficile de parler aujourd'hui. Et dans sa présentation qui est parlée de journalistes chargés de cours, et le bureau des étudiants a fait de moi aujourd'hui une conférencière. Donc c'est mon baptême de feu et j'espère que tout ça. En tout cas, merci pour la confiance et le choix porté sur ma personne. Donc, comme convenu, je vais faire une présentation sur la rhétorique, introduction à la rhétorique, surtout puisqu'on ne peut pas parler d'art oratoire sans parler de la rhétorique, qui est cette discipline qui a lien avec l'art oratoire. Maintenant, je vais solliciter les étudiants de la SP3 surtout, ou bien les étudiants en sciences politiques, puisqu'on a eu en parler en classe de rhétorique. C'est sûr qu'on va, comme je dis toujours en classe, je n'aime pas les monologues, être la seule personne à parler. Peut-être je vais vous solliciter sur tous les quêtes. Il y a Landry que je vois de l'autre côté, il y a Véronique et Florence. Alors, on va faire cette introduction à la rhétorique ensemble, n'est-ce pas? Donc, on va commencer par peut-être expliquer ce que c'est que la rhétorique. On nous dit que la rhétorique
est l'art de l'action du discours. Elle vient du latin rhetorica, emprunté au grec ancien rhétorique techné. Bon, je sais qu'il y a Abbé qui est avec nous. Il y a aussi un ancien séminariste qui est là. Vous me pardonnerez si je n'ai pas bien prononcé les mots en latin. Donc rhétorique technique qui signifie technique de l'art oratoire. Donc la rhétorique est définie comme l'art de bien parler, de persuader et de convaincre. La rhétorique est aujourd'hui associée à l'art oratoire et à l'argumentaire. Elle est aussi définie comme une technique pour se défendre et défendre ses intérêts, d'où la connotation négative que lui attribuent certains penseurs comme Aristote et Pluton, qui voient à la rhétorique une culture de la manipulation et du mensonge, c'est-à-dire l'utilisation de la parole pour défendre ses intérêts. Cependant, plusieurs penseurs voient une nette différence entre la rhétorique et l'art oratoire. En effet, si pour certains, la rhétorique est une discipline, pour d'autres, elle est en rapport avec la dialectique. Donc, dans la philosophie humaniste, Claude Garlenot dit « Une éducation libérale complète passait d'abord par une éducation rhétorique. » Donc, pour Garlenot, cette culture rhétorique est importante car étant au centre des relations sociales. Et pour étayer ses propos, il fait référence à Henri-Irénée Manoux qui dit, je cite, « Apprendre à bien parler, c'était apprendre à bien penser et même à bien vivre. L'éloquence possédait aux yeux des anciens une valeur proprement humaine qui transcendait les applications pratiques. Elle véhiculait ce qui faisait de l'homme vraiment homme, tout le patrimoine culturel qui distinguait le cultivé du barbare. » Donc, si on se réfère à ces penseurs-là, la rhétorique était signe de connaissance, signe de civilisation. Pour être considéré comme une personne cultivée, il fallait savoir parler et bien parler. Il fallait savoir convaincre un auditoire, il fallait avoir des arguments qu'il faut. Et c'est comme ça qu'on distinguait, par exemple, la personne civilisée du barbare, d'où l'importance de la parole dans notre communication. Et on sait que la parole est quelque chose qui est pour l'homme. C'est que la parole, c'est seulement, par exemple, nous sommes des êtres, il y a les animaux, il y a tout, et c'est seulement l'homme qui peut utiliser la parole pour communiquer. Et l'on nous dit que savoir manier la parole était signe de civilisation, de connaissance, de culture à l'époque. Donc pour Marou, la rhétorique est donc signe de connaissance, de civilisation, mais surtout d'éducation. Il écrit, je cite, « Bien parler était un principe de distinction, de reconnaissance dans la culture bourgeoise. C'est surtout la reconnaissance d'une éducation libérale et il y a fort à parier que l'enseignement de ces formes classiques et de cet art de la parole est orienté le choix de carrière de plusieurs jeunes issus des collèges. » Donc, pour lui, ceux qui étaient dans les collèges, ceux qui ont été formés en art oratoire, que cette formation a beaucoup impacté sur leur choix d'avenir ou autre. Donc, si on accroît à ces penseurs-là, ce sont des gens qui étaient privilégiés puisqu'ils avaient la capacité de manier la parole et de tenir un discours cohérent. Mais nous ne pouvons pas parler de la rhétorique et expliquer sans remonter aux origines de la rhétorique. Alors, c'est à ce moment que je vais commencer à vous solliciter, tous ceux qui ont fait le cours de prise de parole en public. Est-ce que vous pouvez revenir sur les origines de la rhétorique? Alors, oui, Kate, qu'est-ce que vous avez retenu? On va voir. Contexte judiciaire au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et il nous est dit que les tyrans qui régnaient sur la Sicile avaient exproprié beaucoup de propriétaires pendant leur règne. Ces derniers devaient donc, devant des tribunaux populaires, faire valoir leurs droits pour entrer en possession de leurs biens. Et c'est ainsi que le philosophe Corax
mis au point une technique destinée à leur venir en aide. Il publia donc les principes de cette technique dans un traité d'art oratoire. Donc, partant de là, la rhétorique est considérée donc comme une technique qui vise à défendre des intérêts, et le traité de Corax met en exergue les fonctions de la rhétorique. Et pour parler de rhétorique, après les origines, c'est là, et après Corax, plusieurs écrivains, plusieurs philosophes ont écrit sur la rhétorique et surtout sur la rhétorique classique. Et parmi eux, nous pouvons citer l'ouvrage d'Aristote qui s'intitule « La rhétorique ». Donc, Aristote revient sur les fonctions de la rhétorique, mais aussi de tout ce qui a un lien avec l'art oratoire, les figures de style et le comportement, les gestes et tout ce qui va pour tenir un discours, pour faire ce qu'on appelle l'art oratoire. Donc, on nous dit qu'Aristote insiste surtout sur les fonctions persuasives du discours. Dans son ouvrage intitulé « La rhétorique », Aristote parle des effets psychologiques que la parole produit sur ses destinataires. Il évoque les attitudes à adopter face à un auditoire, les figures de style et le raisonnement pouvant donner à la parole une force de persuasion. Pour Aristote, la rhétorique est une discipline qui a un lien avec la dialectique. Il dit « La rhétorique se rattache à la dialectique. L'une comme l'autre s'occupe de certaines choses qui, communes par quelques points à tout le monde, peuvent être connues sans le secours d'aucune science déterminée. Ainsi, tout le monde, plus ou moins, les pratique l'une et l'autre, tout le monde, dans une certaine mesure, essaie de combattre et de soutenir une raison de défendre ou d'accuser. » Donc, en la croire, tout le monde peut parler en public, tout le monde peut utiliser cette discipline qui est l'art oratoire. Et il dit dans son ouvrage qu'il n'y a pas besoin du secours d'une science déterminée, d'apprendre quelque chose pour pouvoir bien s'exprimer en public, pour pouvoir bien parler et utiliser la parole, être éloquent. Et je pense que M. Sis y reviendra tout à l'heure dans sa présentation. Je l'entends souvent dire qu'on n'est pas orateur, on le devient, n'est-ce pas? Donc, pour parler de la rhétorique, on ne peut pas parler de la rhétorique sans revenir sur le système rhétorique, sur l'utilisation de la rhétorique. Et pour cela, nous allons voir ce qu'on appelle les discours rhétoriques. La rhétorique classique est composée de 3 grandes formes de discours. Il s'agit de la fonction du discours. Et ces discours sont le discours judiciaire, comme on l'a dit, puisqu'on nous dit que même dans les origines, la rhétorique est née dans un contexte judiciaire. Nous avons le discours délibératif et le discours démonstratif. Le discours judiciaire. Le discours judiciaire a pour fonction d'accuser ou de défendre. C'est donc un discours destiné au tribunal, puisque c'est là principalement qu'on accuse ou qu'on défend. C'est un discours qui renvoie au passé, puisque lorsqu'on juge des faits, ces faits sont en principe déjà accomplis. Enfin, le discours judiciaire met nécessairement en œuvre les valeurs du juste et de l'injuste. Et on avait expliqué que ce discours judiciaire est souvent ce que nous voyons dans les tribunaux, dans les audiences, dans les procès ou autres, où les avocats, que ce soit ceux qui accusent ou qui défendent, doivent tenir ce qu'on appelle un plaidoirie pour soit défendre leur client, pour soit accuser quelqu'un d'autre. Et c'est ce discours-là qu'ils tiennent au tribunal qu'on appelle le discours judiciaire.
Et l'on nous dit qu'il renvoie au passé, puisque avant jugement, par exemple, il y a déjà les faits qui se sont déroulés et on va revenir sur ces faits-là pour accuser, mais aussi pour défendre. Le temps qu'ils prennent pour se préparer un discours cohérent pour pouvoir gagner le procès, c'est de là qu'on parle du discours judiciaire. Et là, on a dit que le discours judiciaire met nécessairement en œuvre les valeurs du juste et de l'injustice, puisque quand il y a accusation, quand il y a défense, il y a normalement justice et il y a injustice. Il y a quelqu'un qui a tort et il y a quelqu'un qui a raison. Et ce discours-là, essayer de mettre en exergue, soit pour celui qui accuse, d'essayer de voir qu'il est le juste et qu'on a été injuste avec lui, et celui qui défend de prendre le contre-pied et de montrer qu'il est le juste et que les accusations, excusez-moi, sont fausses ou autres. Donc, c'est ce discours-là qui mène. En rapport, le juste et l'injustice, comme on a dit. Après le discours judiciaire, nous avons ce qu'on appelle le discours délibératif. Le discours délibératif est un discours dont la fonction est de persuader ou de dissuader. Ce discours s'adresse donc à une assemblée publique. En effet, c'est un forum dans un conseil ou encore au Parlement qu'on persuade ou dissuade d'entreprendre la guerre, d'élever un bâtiment, d'accomplir telle ou telle action concernant l'ensemble de la société. Le discours délibératif renvoie par conséquent au futur puisqu'il s'efforce d'amener l'auditoire à prendre une décision qui engage l'avenir. Ce discours met essentiellement en œuvre les valeurs de l'utile et du nuisible. Alors, on est actuellement dans un contexte où on se prépare à des élections, notamment les élections législatives où nous allons élire ceux qui vont nous représenter à l'Assemblée nationale et qui vont voter les lois pour nous. Et on s'attend à avoir beaucoup de discours de ce genre-là, puisque bientôt on sera en campagne et que ceux qui aspirent à être à l'Assemblée nationale devront s'adresser au peuple pour présenter leur discours, leur programme, et il s'agira surtout de discours délibératifs et discours qu'ils vont essayer de persuader pourquoi nous devrons porter notre choix sur eux et de nous dissuader de porter notre choix sur une autre liste peut-être par exemple. Donc c'est ce discours-là qu'on retrouve souvent dans les campagnes électorales, dans la politique surtout. On va y revenir tout à l'heure. Donc c'est ce qu'on appelle le discours délibératif. Et enfin, le discours démonstratif. La fonction du discours démonstratif est de louer, de blâmer ou plus généralement d'instruire. Le discours démonstratif s'adresse à un auditoire réuni à l'occasion d'un événement particulier tel qu'un mariage, un décès, une réception officielle. C'est là qu'on loue ou blâme. C'est là qu'au travers de la louange ou du blâme, on instruit des choses de vie. C'est un discours qui renvoie tout à la fois au passé, au présent et au futur. Il s'agit de louer ou de blâmer tel ou tel personnage dont on évoque pour ce faire les actions passées et dont on prédit les actions à venir à partir de ses qualités présentes. Le discours démonstratif a principalement trait à l'admirable et à l'exécrable. Donc, pour expliquer ce discours, par exemple, nous, on a des exemples qui sont là. On a par exemple Abbé Albert qui est là, les hommes de Dieu qui sont là. C'est un discours qu'on retrouve souvent dans les prêches, par exemple. Les hommes d'église ou autres, ou bien les chefs de famille, c'est ce discours-là qu'ils tiennent, par exemple, pour essayer de convaincre, de dissuader, de montrer le bien ou le mal, par exemple. C'est donc ce discours-là qu'on trouve dans les prêches, que ce soit à la mosquée, que ce soit à l'église, que ce soit dans les réunions de famille, quand il y a un événement qui est là, on prend la parole pour essayer de parler, pour essayer de discuter, de blâmer, mais aussi pour louer quelques actions ou bien un comportement ou autre. Donc ce sont les trois formes de discours que nous avons dans la rhétorique, à savoir le discours judiciaire, le discours délibératif et le discours démonstratif. Mais l'on nous dit aussi
que la rhétorique est composée de parties qu'il faut mettre en avant pour pouvoir réussir un discours. Il y a un ensemble et nous allons voir ces parties-là du discours. Et la première partie du discours, c'est ce qu'on appelle l'invention. Je ne sais pas si c'est bien prononcé. Il signifie invention surtout en français. Et c'est quoi? C'est quoi l'invention? Qui se rappelle? Mariama. Ou bien vous partagez la préoccupation de Loïc par acclamation si vous êtes d'accord avec lui. C'est très bien. Alors, pour ne pas y aller, si vous êtes d'accord avec moi, faites juste signe ou bien applaudissez, faites du bruit, ça dépendra de vous. Dès que je suis appelé à me lever pour parler, je perds mes moyens, je cafouille, j'oublie aussitôt ce que je voulais dire. Quelqu'un se trouve dans cette situation? Levez la main. Très bien. Je souhaiterais avoir plus d'assurance. Ah, c'est très bien. Je suis rassuré parce que vous avez tous de l'assurance. Je voudrais garder mon calme et parler avec plus d'aisance. Je voudrais capter l'attention, mais quand je parle, les gens ont l'impression de dormir. Alors, si on avait les diapos, vous auriez vu l'image où on a la toute petite fourmi qui porte un bois qui fait 5 fois sa taille et son poids. Mais la fourmi va la porter. Et en bas, on a dit, c'est possible. Yes, you can. Vous pouvez y arriver. Nous n'avons malheureusement qu'une trentaine de minutes. On nous avait dit que c'était à 13 heures. On va essayer. Comme la fourmi, on va essayer de soulever la montagne. C'est possible. Pour cela, il faudra penser d'abord aux avantages de savoir parler en public. C'est beau quand vous parlez et que les gens vous prêtent attention, sans prétention, sans orgueil. Mais c'est valorisant. Il y a la fierté de parler et de se faire écouter. Il y a l'assurance que vous pouvez avoir, la confiance en vous que vous développez. C'est une question d'équilibre. Vous avez une impression de puissance. C'est comme si vous dominiez d'autres personnes. Mais attention, je vais insister, attention à l'orgueil. Vous avez cette impression-là, vous parlez, les gens vous écoutent. C'est un beau sentiment, un noble sentiment. Et cela vous prépare au leadership. Et je suis sûr que c'est pourquoi l'Institut vous prépare à la communication, vous prépare à la prise de parole en public. Et ce qui est le plus beau, c'est de vous voir ouvrir toutes les portes. Parce que rappelez-vous, quand vous serez sorti d'ici avec votre diplôme, l'emploi ne vous sera pas donné. Il faudra que vous sachiez l'arracher par la force de votre persuasion. C'est ce que nous disait Mme Jeanne tout à l'heure en parlant de l'élocution. On va y arriver. C'est possible. Elle l'a dit tout à l'heure, on ne naît pas orateur, on le devient. Mais attention, même si on ne naît pas orateur, nous avons en nous des capacités. Connaître, c'est quoi? Cum nosco. Ça veut dire, c'est naître avec. Il y a des choses qui sont en nous, enfouies. Il y a des choses qui sont enfouies en nous. Pourtant, on parle d'orateur né. Vous n'avez jamais entendu ça? Dire que cette personne-là, c'est un orateur né. À la vérité, ici, ça veut dire que, à la limite, la personne parle avec tellement de facilité. On fait, en ce moment-là, référence au don de la parole. Il y a certains qui ont le don de la parole. Les autres vont dire le don du verbe. Il y a certains qui ont l'éloquence. Il y a certains qui ont la prestance. Il y a certains qui ont du bagou. Attention, c'est différent. Vous pouvez être éloquent. Mais celui qui a du bagou, moi, je n'aurais pas souhaité avoir du bagou parce que c'est celui qui baratine tout le monde. On l'écoute parce que quand il parle, c'est très beau. Mais derrière le discours, c'est un tonneau vide. Or, nous savons que les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Donc, dans l'art oratoire, finalement, il y a de l'inné. C'est le charisme dont a parlé Mme Jeanne tout à l'heure, mais il y a de l'acquis parce que c'est un art.
L'art oratoire, finalement, sera beaucoup plus large que la rhétorique. Parce que la rhétorique, elle l'a dit, c'est pour aller convaincre, avec les 3 formes de discours dont on a parlé. Mais, tout à l'heure, quand on va parler des finalités de l'art oratoire, vous verrez que, même pour distraire, on a besoin de la parole. La maman qui tient son enfant et qui va lui parler et qui va arracher à son enfant le sourire. Mais l'art oratoire, pour soi, est inutile. Parler seul, c'est un monologue. Or, elle a parlé de dialectique, c'est 2. On communique, on ne parle pas pour soi. L'art oratoire, pour soi, est inutile. On parle pour les autres, on parle aux autres, on parle à un public. Le public peut être différent. Et ça, les gars, ça s'apprend. Et pour l'apprendre, il y a des gens qui ont écrit. Dans l'exposé de Tata Jeanne tout à l'heure, vous verrez qu'elle vous a donné des références en parlant de Socrate, d'Aristote. Mais il y a des livres, il y a l'art oratoire écrit par Gilles Singer. Je vous laisserai la présentation, vous verrez la bibliographie. Mais également Dale Carnegie qui a écrit Comment parler en public, je vous le recommande. C'est un petit livret. Sur quoi je vais vous entretenir? Je vais insister sur 4 points. Le premier point, c'est vous rappeler certaines choses que je suis sûr que vous avez apprises à l'école. C'est les fondamentaux de la prise de parole en public. Parce que si la fondation de notre maison n'est pas solide, nous encourons que le bâtiment puisse s'écrouler. Nous allons insister sur le discours. Nous allons parler de l'orateur et enfin nous allons parler de l'auditoire. Les fondamentaux, si on avait une présentation, je vais insister sur un fait, notez-le et vous allez faire les recherches sur Internet. C'est le schéma de Mukieli. Vous avez appris ça à l'école? Le schéma de Mukieli, en parlant un peu, oui, M-U-C-H-I-E-2-L-I. Mais le schéma de la communication de façon globale, il faudra que vous reteniez que communiquer, il y a quelqu'un, un émetteur et un récepteur. Parce que nous avons dit communiquer pour soi est inutile. Il y a toujours un émetteur, il y a un récepteur, mais ces gens-là s'adressent un message. Ce message-là, il est toujours codé. On utilise un code. Et ce code, il est important. C'est pourquoi professeur Ndour, quand il vous dit « je tiens à la langue », c'est que quand vous parlez français, vous parlez français. Et le code que vous utilisez, il faudrait qu'il soit le bon code. Monsieur Bassène, avec votre micro, quand je vous dis en diola, « Emite Boudji », est-ce que vous voulez nous traduire littéralement ce que ça signifie? « Emite Boudji ». Que Dieu te tue. Emite Boudji en diola, c'est que Dieu te tue. Alors, chez les Sérères, si je dis à un Sérère que Dieu te tue, est-ce que le message est positif? Et pourtant, chez le Diola, le message est éminemment positif. Je viens de souhaiter longue vie à M. Bassène. Parce que le code de Diola dit Emite Boudji, que Dieu te tue, parce que lorsque Dieu te tuera, que tu ne meurs pas d'accident, que tu ne meurs pas dans un incendie, que tu meurs de mort naturelle. Parce que Dieu fait le bien. Que Dieu te tue. Il y a des sœurs ici, Sine. Quand je dis professeur, quand je dis professeur Nyamasak, ah, elle a répondu à part. Et quand je vous dis Nyamasa, Nyamasa, qu'est-ce que ça signifie? Littéralement, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que tu manges du couscous? C'est bien ça, professeur? Ça ne veut pas toujours dire ça. Parce que le Sérère a codé un message. Parce que moi qui ne suis pas Sérère, quand on va se retrouver à 3, 2 Sérères, et que l'un aura donné son nom de famille, pour que l'autre puisse savoir est-ce qu'il parle Sérère, il va lui poser la question, est-ce que tu manges du couscous?
L'autre lui dira, oui, j'en mange. Ça veut dire que je parle sérère et je comprends la langue. Alors, si vous utilisez ce code-là chez les Wolofs, ça ne passe pas. Qu'est-ce qu'on a dit? Un émetteur, un récepteur qui s'envoie un message à travers un code, mais ce code, il faudra savoir le décrypter. Donc, quand vous adressez à un public, vous adressez un message. Mais si vous parlez en anglais et que votre public ne comprend pas anglais, est-ce que le message passera? Non. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas ce qu'on appelle le feedback. Parce que le feedback est important en communication. Vous avez de tout à l'heure donné des feedbacks. Et j'ai fait signe à Tata Jeanne. Elle aurait levé la tête, c'est les techniques de communication, qu'elle se serait rendue compte qu'à un moment donné, certains d'entre vous ont baissé la tête et se sont penchés sur leur portable avec beaucoup de respect. Avec beaucoup de respect, avec beaucoup de discrétion, on a regardé le téléphone. Ça veut dire qu'on était en train de décrocher. Ce n'est pas que le sujet ne nous intéresse pas. Mais à un moment donné, il n'y a pas eu le feedback nécessaire. Et il y a eu des bruits, on appelle ça les bruits de la communication, les ratés de la communication. On va y insister. Donc, un émetteur, un récepteur qui véhicule un message à travers un code, ce code-là, pour savoir qu'il est le bon, il faudra que vous ayez le feedback et que le feedback soit celui auquel vous vous attendiez. Il peut ne pas être d'autre, mais il faudra vous adapter. Mais il y a un élément important, Tata Jeanne en a parlé, c'est le non-verbal. La communication n'est pas que verbale. Vous êtes en classe. Il y a votre collègue qui ne parle jamais, mais qui vous délivre toujours dire ce que moi je voudrais dire. C'est logique. Il y a d'abord qu'est-ce que je veux dire. Il y a ce que je dis vraiment. Qu'est-ce que l'autre entend? Qu'est-ce que l'autre perçoit? Qu'est-ce qu'il retient? Et dans tout ça, qu'est-ce qu'il va mettre en œuvre? On va l'expérimenter aujourd'hui. Nous allons partir. Professeur Jeanne et moi aurons fini de parler. Mais la finalité, si vous retenez 10% de ce qu'on a dit, ce sera l'essentiel. Parce que nous avons pensé 100%, mais vous n'allez pas retenir plus de 10%. Si on ne le fait pas, on va se tromper. Pourquoi la communication orale est importante? Et pourquoi c'est important de se faire comprendre et pourquoi la perception est importante? Je vous raconte une petite histoire. Je n'ai pas la présentation, vous auriez vu, mais je vais un peu dénaturer l'histoire. Un roi a voulu gracier un prisonnier. Vous connaissez cette histoire-là en matière d'art oratoire. Il a voulu gracier un prisonnier et j'y ajoute moi-même que probablement le roi a pu être malade. En tout cas, il a dit « libérez pas, tuez ». Il y a 3 mots. « Libérez pas, tuez ». Qui a compris quoi dans ce message-là? Libérez pas, tuez. Qu'est-ce que vous avez compris? Quelqu'un se prononce rapidement. Libérez pas, tuez. Qu'est-ce que vous avez compris? Ah, lui, il a dit libérer mais ne pas tuer. Quelqu'un d'autre a compris autre chose? Ah, il a voulu dire libérer, ne tuez pas. Le ministre à qui le roi a envoyé le message, il a dit libérez pas, virgule, tuez. Pour une virgule, le prisonnier qui devait bénéficier d'une grâce présidentielle a été tué. Parce que s'il avait dit libérer, virgule, pas tuer, il devient libre. Ici, nous sommes dans l'art oratoire. Si on avait écrit, vous auriez vu, mais comment le faire? C'est la diction, l'intonation, c'est ça qui va être important pour que votre message passe. Si vous voulez que le message soit clair, il faudra dire libérer, pas tuer. Est-ce que c'est clair comme ça? Si j'avais dit libérez pas, tuer. L'ordre donné ici, c'est tuer. Alors que dans libérer, je viens de donner l'ordre, pas tuer. L'intonation est importante dans ce que vous allez dire. Donc, pour une virgule, ce prisonnier est mort. En anglais, nous ne sommes pas dans l'art oratoire, mais nous sommes dans l'art oratoire, on va utiliser l'anglais.
Une grand-mère passe et entend ses petites filles, ses petits-fils dire « Let's eat grandma »,« Let's eat grandma ». Grandma, c'est la grand-mère. Elle passe, elle entend les enfants dire « Let's eat grandma ». Elle dit « What ?» Qu'est-ce que vous avez compris? Mangeons grand-mère, n'est-ce pas? Elle a dit « What ?» Mais si les enfants avaient dit « Let's eat grandma », elle aurait compris « Grand-mère, allons manger ». La position de la virgule peut nous faire comprendre que, ou bien l'intonation, allons manger notre grand-mère, ou bien allons manger avec notre grand-mère. Attention, l'intonation, c'est important. Si j'en viens, quelles sont les finalités de la communication orale? Ça, nous sommes toujours dans les prérequis. Si vous deviez tout oublier ici, retenez IDCI. IDCI, la finalité. Pourquoi l'art oratoire? C'est pour informer. Dans tout ce que nous disons, il y a un message. Nous pouvons communiquer pour informer. Nous pouvons communiquer pour distraire le théâtre. Nous pouvons communiquer, c'est la rhétorique, pour convaincre, c'est le C. Nous pouvons aussi communiquer pour inciter à agir. Le discours dont elle a parlé tout à l'heure, délibératif, où on va inciter les autres à adhérer à notre projet et à agir. IDCI. Retenez parce que dans l'encladre à la fin. C'est la finalité de l'art oratoire. Mais il y a des composantes de l'art oratoire. L'art oratoire, ce n'est pas simplement ce que nous disons là. Ce que je suis en train de faire, c'est le vocal, c'est ce que vous entendez. Mais à part le vocal, il y a le mental. Loïc le disait tout à l'heure. Le mental qui va précéder le vocal, c'est toute la réflexion que je fais pour rassembler mes idées. Invatio, dont elle a parlé tout à l'heure. Il y a le visuel, c'est important, mais il y a le verbal. Si vous oubliez tout, MVVV. Mental, vocal, visuel, verbal. IDCI, MVVV. Les gars, vous avez appris toute une leçon en 4 mots. Et les 3 aspects du discours. Les 3 aspects de l'art oratoire, je voudrais dire. Dans l'art oratoire, elle vous en a parlé. Il y a un art oratoire lorsqu'il y a un discours, mais un discours prononcé par un orateur, un discours prononcé par un orateur devant un auditoire. Parce que vous vous souvenez, parler pour soi n'est pas de l'art oratoire. On parle à d'autres. Et ça, si vous oubliez, dites DOA. Discours, orateur, auditoire. Je récapitule. IDCI, informer, distraire, convaincre, inciter à agir. Les 4 composantes, le mental, le vocal, le verbal, le visuel. Et les 3 aspects de la situation d'art oratoire, c'est d'abord le discours, c'est l'orateur et l'auditoire. J'insiste rapidement sur le discours. Un discours, retenez les 3 caps du discours. Ces 3 caps-là, si vous les retenez, c'est d'abord capter. Sachez capter votre auditoire. Et pour ça, vous devez attirer et garder son attention. Vous allez attirer son attention dès le départ, c'est important. Mais si vous ne gardez pas l'auditoire, il y a les moments de faiblesse du discours où votre auditoire pourrait décrocher. Il faut captiver. Captiver, c'est susciter l'écoute. Vous pouvez capter votre auditoire, mais est-ce qu'il vous écoute? Il peut vous écouter d'une oreille. Et il y a capturer. J'ai attiré son attention, j'ai suscité son écoute. Je dois m'adapter à l'auditoire. Parce qu'il y a des moments où il fait 13h47 et probablement, madame qui se déplace, ce n'est peut-être pas la faim qui la tenaille, mais je suis sûr que parmi vous, bientôt, nos ventres crieront faim. Et en ce moment-là, sachant qu'à 14h, vous avez cours, notre discours d'ici pourrait être piraté. Sur le discours, à Loïc, à vous tous, le secret c'est quoi? N'allez jamais aborder un sujet sans pour autant que vous ne le délimitiez. Vous avez un professeur. Qui trop embrasse, mal étreint. Vous devez parler de quelque chose
délimitez votre discours. Je dois parler de quoi? D'abord, connaître le sujet, je dois parler de quoi? Et le délimiter suivant mes forces et mes faiblesses. Évaluer ses capacités. Lorsque je ne suis pas en mesure de traiter d'un sujet, que j'ai l'humilité, soit d'aller me documenter, de demander conseil, ou bien de décliner parce que c'est au-delà de mes forces. Aimez le sujet. Une fois que vous avez choisi votre sujet, là, ça peut être votre mémoire. Aimez votre mémoire. Épousez votre mémoire. Chérissez votre mémoire. Il faudra vous l'approprier et préparer minutieusement votre communication en tenant compte de l'auditoire. Je dois parler à qui? Documentez-vous, renseignez-vous. Dressez un plan. Si vous retenez, vous oubliez tout ça, je vais utiliser le langage de la guerre avec Napoléon. Napoléon disait, l'art de la guerre est une science où rien ne réussit qui n'ait été pensé et calculé. Il y a certains qui sont en sciences politiques ici, ils apprennent la stratégie. La stratégie, elle est d'abord militaire. L'art de la guerre est une science où rien ne réussit qui n'ait été pensé et calculé, remplacé par l'art de la guerre par l'art oratoire. L'art oratoire est une science où rien ne réussit qui ait été pensé et calculé. Donc préparez votre sujet. Retenez les idées maîtresses. C'est pourquoi tout à l'heure je vous ai parlé de mnémotechnique. La mnémotechnique, il y a un M au début. C'est cet art-là qui dit, au lieu de retenir, informer, distraire, convaincre, je dis IDCI. Et en retenant IDCI, j'ai retenu informer, distraire, convaincre et inciter à agir. Être concis et explicite, harmoniser et rendre chaleureux son discours. Je ne sais pas s'il y a certains qui ont écouté et regardé le film « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus ». C'est une conférence. Vous avez vu que le conférencier va tout le temps vous parler de Corinne, Corinne, Corinne. Il y a certains qui aiment Colombo, la série Colombo. Vous avez déjà vu la femme de Colombo? Jamais. Mais chaque fois qu'il est dans des difficultés, il va évoquer sa femme. Attention, c'est calculé. Parce que Colombo va vous entraîner quelque part. Il évoque sa femme pensant vous distraire, mais il réfléchit. Explicite. Préférez un langage simple et accessible. Ça, c'est le discours. Mais l'orateur, elle a parlé tout à l'heure d'éthos. L'orateur, vous-même, Loïc, et vous toutes et tous, posez-vous les bonnes questions. Quel est le sujet de ma communication? N'allez jamais faire une communication sans pourtant savoir sur quoi vous devez parler. Dans quel contexte devez-vous parler? C'est à 13 h et les étudiants auront faim, attention. Où, quand, à quel moment de la journée? Quelle sera la durée de la communication? Quel est l'auditoire? Quels sont les objets de la communication? Quelles sont les attentes? Si vous oubliez tout ça, mnémotechnique, retenez QQOQCCP. Vous avez tous appris ça, je pense. QQOQCCP. Qui, que, où, quoi, comment, combien, pourquoi. Posez-vous ces questions. Si vous trouvez réponse à ça, vous êtes sur la bonne voie pour pouvoir faire une bonne communication.